Quand je suis rentré à la maison, ma mère a jeté toutes mes affaires à la poubelle. Elle et mes frères et sœurs étaient en plein live pendant qu'elle hurlait « Tu as 28 ans, tu vis dans mon sous-sol comme un parasite, dégage de là ». Mon frère a donné un coup de pied dans l'un de mes sacs en riant « Enfin ». Le raté de la famille est parti. Je n'ai rien dit. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré. Je m'appelle Émilie. J'ai 28 ans. Et le soir où ma famille a décidé que je n'étais qu'un déchet, ils ont littéralement jeté toute ma vie à la poubelle. Je suis entré dans l'allée en pensant aux palettes de couleurs pour un nouveau client, portant toujours mon tablier de café, et pendant une seconde, je me suis demandé pourquoi il y avait des téléphones braqués sur la pelouse. Puis j'ai vu mes affaires. Mes vêtements débordaient de sacs poubelles noirs. Mes carnets de croquis étaient déchirés. Mon vieux portable gisait au sommet de tout ça, avec la pluie qui commençait à goutter sur le clavier, comme si quelqu'un avait craché dessus avant de partir. Ma mère se tenait là, au milieu de tout ça, son téléphone à la main, parlant à un live stream comme si elle animait une émission. Tu as 28 ans, tu vis dans mon sous-sol comme un parasite. Sors de ma maison aujourd'hui même. Elle ne m'a même pas regardé quand elle l'a dit. Elle regardait les commentaires. Mon frère a ri assez fort pour que le micro le capte, tout en donnant un coup de pied dans l'un de mes sacs, si fort qu'il a roulé à travers l'herbe. Ma sœur a fait pivoter son téléphone, offrant à ses abonnés une visite complète de ma vie en train d'être jetée, morceau par morceau. Quelqu'un de l'autre côté de la rue a même applaudi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis juste passé devant eux, j'ai ramassé ce que je pouvais sauver avec mes mains tremblantes, j'ai tout chargé dans ma voiture, et je suis parti sans dire un mot. À ce moment-là, ils pensaient s'être enfin débarrassés de la ratée de la famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 6 mois plus tard, ils feraient exploser mon téléphone avec 70 messages désespérés, me suppliant de leur parler. Si vous voulez savoir comment le parasite du sous-sol a fini par tenir tout ce qui leur importait entre ses mains, continuez à écouter. 6 mois avant cette nuit sur la pelouse, ma vie semblait plutôt normale. Du moins, de l'extérieur. J'avais mon propre petit appartement d'une chambre à 20 minutes de là, une Honda Accord argentée déglinguée qui cliquetait quand je mettais la clim, et un emploi à temps plein comme graphiste dans une agence de pub de taille moyenne à Dallas. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Je payais mon propre loyer, mes propres factures, j'achetais mes propres courses, et j'en étais fier. Puis l'économie s'est effondrée. Les clients ont commencé à retirer leurs campagnes, les budgets se sont volatilisés, et un vendredi après-midi, ma responsable m'a convoqué dans une salle de conférence avec ce sourire crispé et désolé que tout le monde poste sur LinkedIn. C'est la récession, a-t-elle dit, comme si c'était censé rendre la chose moins douloureuse. 2 semaines plus tard, je me tenais dans mon appartement vide, fixant un camion de déménagement rempli de cartons, faisant le calcul de mes économies et réalisant qu'elles ne dureraient pas aussi longtemps que je l'avais espéré. Retourner vivre chez ma mère était censé être temporaire, juste le temps de trouver un autre poste de designer correct. Nous avons convenu que je lui paierais $350 par mois pour rester au sous-sol, en plus de prendre des quarts supplémentaires dans un café local pendant que je cherchais du travail. Sur le papier, cela semblait raisonnable. Dans la vraie vie, c'était comme rétrécir. Ma mère, Hélène, adorait dire aux gens qu'elle avait repris sa fille adulte chez elle, comme si elle sauvait un animal errant. À l'église, elle soupirait et disait « Émilie est de retour à la maison pour un moment. » Pauvre petite. L'économie l'a vraiment brisée. Mais quand nous étions seuls, l'histoire était différente. Tu as presque 30 ans, marmonnait-elle assez fort pour que je l'entende en claquant les portes des placards. Vivre en bas comme une adolescente qui n'a jamais grandi. Mon frère Ryan passait pour le dîner, toujours dans sa chemise de travail graisseuse du garage automobile, me tapait sur l'épaule et plaisantait « Alors, comment va l'artiste en résidence ? Du vrai travail payé, ou juste encore des gribouillages ?» Ma sœur Lisa flottait autour de nous en filmant tout sur son téléphone, gazouillant à ses abonnés à propos du dîner de famille du dimanche et des moments douillets, orientant la caméra de manière à ce que je sois toujours à moitié coupé du cadre, comme si je faisais juste partie du décor. Le sous-sol n'était pas terrible, mais ce n'était pas chez moi. Je travaillais sur mon portable sur une table pliante bancale, mettant à jour mon portfolio, envoyant des CV, casant des petits boulots de design qui payaient des sommes insultantes, juste pour garder mes abonnements logiciels actifs. Chaque fois que je tendais à ma mère une enveloppe d'argent liquide pour le mois, elle la feuilletait comme un propriétaire vérifiant les faux billets et disait quelque chose comme « N'oublie pas que l'électricité que tu utilises n'est pas gratuite. »
comme si je prenais mes douches avec le tuyau d'arrosage. Pourtant, je me disais que c'était temporaire. Je faisais défiler les offres d'emploi tard le soir, imaginant le jour où je monterais ces escaliers du sous-sol avec une nouvelle offre et une date de départ. Un matin, cet email est enfin arrivé. Une petite start-up technologique à Austin adorait mon portfolio et voulait m'embaucher comme graphiste freelance à distance, avec la possibilité de passer à temps plein. Le tarif était supérieur à tout ce que j'avais gagné au café, et presque proche de ce que j'avais à l'agence. Mes mains tremblaient littéralement en lisant le contrat. J'ai monté les escaliers, le cœur battant, et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine en train d'essuyer les comptoirs. « Maman », ai-je dit, essayant de ne pas trop sourire. Je crois que je viens de décrocher un très bon job en freelance. C'est du travail régulier, une paie décente. Ça pourrait vraiment m'aider à me remettre sur pied. Elle n'a pas crié, ne m'a pas prise dans ses bras, n'a même posé aucune question. Elle s'est juste arrêtée, l'éponge en l'air, et a dit « Le freelance n'est pas un vrai travail, Émilie. Ne t'emballe pas trop. Les gens comme toi ont besoin de stabilité. » Puis elle s'est remise à frotter comme si je lui avais parlé de la météo. J'ai ri pour donner le change, mais quelque chose dans sa façon de dire « les gens comme toi » s'est logé dans ma poitrine et y est resté. Avez-vous déjà annoncé une bonne nouvelle à quelqu'un et senti, juste une fraction de seconde, qu'il était agacé que vous puissiez réussir sans lui? J'ai essayé d'ignorer ce sentiment. J'ai signé le contrat, entouré la date de début sur mon calendrier, et je me suis dit que ce que ma mère pensait n'avait pas d'importance. J'avais un plan. J'avais une porte de sortie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'avant que je puisse faire ce prochain pas, elle planifiait déjà une performance très publique pour s'assurer que tout le monde croit que j'étais le problème, et pas elle. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que les maisons commencent à se fondre en une longue tache de lumière de Noël et de pick-up. J'ai fini devant l'appartement de Sarah sans vraiment me rappeler comment j'étais arrivé là. Elle a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a tiré à l'intérieur sans poser de questions. Mes vêtements étaient humides, mon ordinateur portable avait l'air d'avoir vécu une petite guerre, et mes mains tremblaient encore d'avoir agrippé le volant. Quand j'ai enfin réussi à dire « Ma mère a jeté mes affaires à la poubelle et a diffusé ça en direct », Sarah m'a juste fixé une seconde, puis a dit « Assieds-toi. Commence par le début. » Je lui ai tendu mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à la vidéo sauvegardée, que quelqu'un avait enregistrée et m'avait envoyée avant que Lisa ne la retire. Sarah a appuyé sur lecture. Il y avait ma mère, cadrée parfaitement au centre, les yeux brillants d'une colère vertueuse, me traitant de parasite devant un flux continu d'émojis qui riaient. Ryan donnant un coup de pied dans mon sac. Lisa gloussant en balançant sa caméra comme si c'était du contenu de haut niveau. J'ai regardé mon propre visage apparaître à l'écran, confuse, abasourdie, silencieuse. Quelques commentaires ont glissé au bas de l'écran. Elle a l'air paresseuse, pour être honnête, et ma mère ne supporterait jamais ça. C'était comme assister à mes propres funérailles et entendre l'éloge funèbre de gens qui ne m'avaient jamais rencontré. Sarah a mis la vidéo en pause et a zoomé sur quelque chose que j'avais manqué. « Attends, quand est-ce qu'elle a découvert pour ton nouveau travail ?» a-t-elle demandé. Dans la vidéo, ma sacoche d'ordinateur était ouverte, des papiers en débordaient, et au sommet de la pile se trouvait une copie imprimée du contrat freelance que j'avais laissé sur mon bureau en bas. Les pages étaient froissées, comme si quelqu'un les avait lues puis les avait fourrées de nouveau dans la pile. Lisa était en bas ce matin, ai-je dit lentement, me souvenant de la façon dont elle avait accidentellement erré dans le sous-sol pendant que je faisais du café. Elle avait demandé si elle pouvait emprunter une ring light. Je lui avais dit de ne pas toucher à mes affaires. Sarah a haussé un sourcil. Et tu penses qu'elle a écouté? C'est là que j'ai eu le déclic. Ma mère n'avait pas juste craqué de nulle part. Elle avait vu le tarif sur mon contrat, la date de début, les mots au télétravail, à compte, option temps plein, tout ce pourquoi j'avais prié. Et au lieu d'être soulagée, elle a vu cela comme une menace. Une menace pour son histoire, celle où elle était la mère célibataire en difficulté soutenant sa fille adulte impuissante. Je me suis penché en arrière sur le canapé de Sarah, fixant le plafond. Elle avait besoin que je parte en tant que méchante, ai-je dit doucement. Pas comme la fille qui s'est enfin remise sur pied. Sarah a disparu dans sa chambre et est revenue tenant un dossier délavé. Tu te souviens de ça, a-t-elle demandé. C'était il y a 4 ans, après la mort de mon grand-père. Le vieil investisseur qui avait l'habitude de m'emmener faire de longs trajets pour regarder des maisons et m'expliquer pourquoi certains quartiers étaient des mines d'or et d'autres des gouffres financiers.
Il avait laissé une enveloppe à mon nom à l'époque, envoyée par son avocat. J'avais été trop accablé par le chagrin pour vraiment m'y pencher. Ma mère l'avait balayé de la main à l'époque. Juste des papiers de succession ennuyeux. Je m'en occupe. Je n'avais jamais insisté. Maintenant, pour la première fois, j'ai ouvert le dossier correctement. À l'intérieur se trouvait une copie de son testament et une lettre de son avocate, Madame Thompson, une femme que je me souvenais à peine avoir rencontrée aux funérailles. La lettre l'expliquait noir sur blanc. J'étais listé comme copropriétaire de 3 actifs. 45% de la maison de ma mère, 55% d'un appartement locatif à Austin, et 30% de l'atelier automobile de Ryan. Il y avait même une note de sa main au bas de la page, Emily comprend les responsabilités. Ceci l'aidera à se protéger si les gens cessent un jour de le voir. Ma mère n'en avait jamais mentionné un traître mot. Pas une seule fois en 4 ans. Je suis resté assise là, le papier tremblant dans mes mains, rejouant chaque fois qu'elle s'était plainte de me soutenir financièrement tout en encaissant les chèques de loyer d'une propriété dont je possédais techniquement plus de la moitié. Tu réalises, dit Sarah avec précaution, que si c'est vrai, ils ont empoché ta part pendant tout ce temps. Mon premier instinct a été de foncer chez ma mère et de lui mettre le testament sous le nez, de la traîner dans un live stream de mon cru et de raconter chaque mensonge qu'elle ait jamais proféré. Mais à mesure que ma colère montait, quelque chose de plus froid s'installait en dessous. Mon grand-père ne m'avait pas laissé ça juste pour que je puisse hurler et rejouer son drame à elle. Il me l'avait laissé pour que j'aie un levier, des choix, du pouvoir. Alors au lieu de faire demi-tour, j'ai cherché le numéro sur la lettre et j'ai appelé Madame Thompson. Entendre sa voix calme et posée à l'autre bout du fil a rendu tout soudainement très réel. Elle a confirmé que le testament était valide, déposé et exécutoire. Elle a confirmé que les revenus locatifs de l'appartement d'Austin allaient sur un compte au nom de ma mère. Elle a confirmé que tout prêt contracté sur les propriétés sans mon consentement pourrait poser un sérieux problème à quiconque les avait signés. Au moment où j'ai raccroché, mes mains ne tremblaient plus. J'étais toujours blessé, toujours humilié. Mais sous la blessure, il y avait quelque chose de nouveau. De la concentration. Pendant 6 mois dans ce sous-sol, je les avais laissés me traiter de fardeau tout en étant assis sur des actifs que mon grand-père avait spécifiquement liés à mon nom. Ils voulaient un parasite impuissant qu'ils pourraient malmener pour gagner des points de sympathie en ligne. Ce qu'ils avaient en réalité, c'était une copropriétaire qui savait exactement où tous les cadavres étaient enterrés, sur le papier. Je n'allais pas perdre la tête devant la caméra. Je n'allais pas leur donner une autre performance. J'allais prendre mon nouveau travail, reconstruire tranquillement ma vie, et ensuite utiliser le système même auquel mon grand-père faisait confiance pour m'assurer que chaque mensonge raconté à mon sujet leur coûte quelque chose de réel. Ils pensaient que jeter mes affaires à la poubelle était la fin de mon histoire. Ils n'avaient aucune idée que c'était le début de la leur. 6 mois après cette nuit sur la pelouse, si vous m'aviez vu, vous n'auriez pas reconnu la fille qui fourrait des carnets de croquis trempés dans sa voiture. J'étais dans un petit appartement au 3e étage à Dallas, avec des murs blancs qui s'écaillaient et une vue sur un parking, mais c'était chez moi. Personne ne piétinait au-dessus de ma tête. Personne ne criait à propos de la facture d'électricité. Personne ne me traitait de parasite. Je me réveillais avec la lumière du soleil au lieu des pas de ma mère, je faisais du café dans une minuscule cuisine que je payais vraiment, et j'ouvrais mon ordinateur portable sur un vrai bureau au lieu d'une table pliante dans un sous-sol. La start-up d'Austin a tenu sa promesse. Le contrat freelance s'est transformé en travail régulier, puis en projet au forfait. Ce n'était pas un salaire de la Silicon Valley, mais c'était suffisant pour le loyer, la nourriture, et un peu d'espace pour respirer. J'ai retiré les shifts au café de mon emploi du temps un par un, jusqu'à mon dernier jour où ma responsable m'a serré dans ses bras en disant « Tu nous quittes pour quelque chose de mieux. » C'est une bonne chose. Ça faisait bizarre d'entendre un adulte être fier de moi sans qu'il y ait un « mais » juste après. Pendant tout ce temps, je n'ai pas bloqué ma famille. Je n'ai juste pas répondu. Mon téléphone vibrait avec les mises à jour du chat de groupe et des textos aléatoires de ma mère à propos de cousins éloignés et d'événements à l'église, comme si de rien n'était. Elle n'a jamais mentionné la nuit avec les sacs poubelles. Elle n'a jamais demandé où je vivais maintenant. C'était comme si elle essayait de réécrire l'histoire en prétendant que cela n'avait pas existé. Je l'ai laissé faire. J'avais plus besoin du silence que de ses excuses. Pendant que je reconstruisais mon portfolio et trouvais de nouveaux clients, Madame Thompson faisait autre chose en arrière-plan. Elle récupérait des relevés bancaires, des loyers, des documents de prêt. Toutes les quelques semaines,
nous avions un court appel. Elle me posait des questions. Je lui envoyais des captures d'écran. Et puis elle disait, nous bougerons quand vous serez prête, Émilie. Pas quand eux le seront. Pour la première fois depuis longtemps, un adulte plus âgé ne me disait pas d'être reconnaissante ou d'arrêter de causer des problèmes. Elle me disait que ma colère était légitime. Un mardi après-midi, après avoir soumis un gros lot de design, elle a appelé et a dit « Je pense qu'il est temps ». J'ai fixé le tableur ouvert sur mon écran. Des années de revenus locatifs de l'appartement d'Austin. Des papiers de prêt avec les noms de ma mère et de Ryan, mais pas le mien. Une estimation approximative de ce que ma part aurait dû être. J'ai dégluti difficilement. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, ai-je demandé. On ne les détruit pas, a-t-elle dit calmement. On les empêche juste de prétendre que vous n'existez pas. Ils vont se mettre en colère. Ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Ce n'est pas votre problème. Une semaine plus tard, elle a envoyé des lettres formelles à ma mère et à l'adresse de l'atelier, exposant tout en langage juridique, mes pourcentages de propriété, les dettes contractées sans mon consentement, le montant des revenus locatifs qui auraient dû être partagés, une demande de négociation pour un arrangement équitable avant que les choses n'aillent au tribunal. Elle m'a mise en copie de l'email et a envoyé des copies physiques, aussi, juste au cas où quelqu'un essaierait de prétendre ne jamais l'avoir vu. Pendant quelques jours, rien ne s'est passé. C'était presque ennuyeux. Je suis allé à la salle de sport, j'ai répondu aux emails des clients, j'ai argumenté avec un développeur sur l'emplacement d'un bouton. Une partie de moi commençait à se demander si ma famille avait simplement jeté les lettres dans la même poubelle où ils avaient jeté mes vêtements. Puis, par un après-midi calme, mon téléphone s'est allumé sur mon bureau si vite qu'on aurait dit qu'il buguait. D'abord, le chat de groupe familial a sonné, puis Ryan, puis Lisa, puis ma mère, puis une vague d'aperçus de messages empilés les uns sur les autres jusqu'à ce que je doive prendre le téléphone pour voir l'écran. En moins d'une heure, j'avais plus de 70 notifications. Ryan, c'est quoi ce délire d'avocat? Appelle-moi maintenant. Lisa, on peut s'il te plaît en parler en famille avant que tu fasses tout sauter? Maman, Émilie, où habites-tu? Pourquoi tu n'es pas venue nous voir d'abord? On doit arranger ça. Réponds-moi. Le chat de groupe était un chaos. Des captures d'écran de la lettre, des accusations en majuscules, des cousins demandant ce qui se passait. Ma tante Linda a lâché une seule ligne qui disait « Peut-être qu'on aurait dû lui parler du testament quand papa est mort », et a immédiatement quitté le chat. J'ai fixé mon téléphone et réalisé que quelque chose avait basculé. 6 mois plus tôt, c'était moi qui me tenais dans l'allée avec ma vie en morceaux pendant que tout le monde pointait des caméras sur moi. Maintenant, c'était eux qui paniquaient, essayant de contrôler le récit, essayant de me traîner de nouveau dans le rôle de l'enfant coupable qui devait arranger les choses. J'ai posé le téléphone, face contre la table, et je l'ai laissé vibrer. Je me suis fait un sandwich. J'ai fini mes notes pour le client. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. Quand j'ai finalement écouté l'un des messages de Ryan, il semblait moins en colère et plus effrayé que je ne l'avais jamais entendu. « Écoute, M, a-t-il dit, la voix serrée. Maman pète les plombs. La banque pose des questions. Dis-nous juste où tu es pour qu'on puisse s'asseoir et régler ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais le truc, c'est que si, je le devais. Parce que pendant des années, ils avaient fait des choses dans mon dos en appelant ça la famille. Pour une fois, c'était moi qui avais bougé en premier. Et cette fois, le désordre qu'ils avaient créé n'allait pas être nettoyé avec un live stream supprimé et une fausse vidéo d'excuses. Le premier signe que les choses tournaient au vinaigre n'a pas été un email d'avocat. C'était un TikTok. J'étais allongé sur mon canapé après une fin de soirée de révision quand Sarah m'a envoyé un lien et 3 mots, tu dois voir. J'ai cliqué et il y avait Lisa, parfaitement éclairée dans sa chambre, le mascara juste assez coulé pour avoir l'air vulnérable. La légende disait, quand un membre de ta propre famille choisit l'argent plutôt que le sang, et le son qu'elle utilisait était un audio tendance sur la trahison. Elle n'a jamais dit mon nom, mais elle n'avait pas à le faire. Elle parlait d'un frère ou d'une sœur qui poursuivait notre mère pour une maison qu'elle n'avait jamais payée et essayait de prendre l'entreprise de mon frère. Ses abonnés ont inondé les commentaires de sympathie, traitant ce membre mystérieux David, d'ingrat, de chercheur d'or. Quelques-uns d'entre eux ont trouvé mon Instagram à partir de vieilles photos taguées et ont commencé à m'envoyer des MP. Tu traînes vraiment ta mère au tribunal pour de l'argent de loyer, a demandé l'un d'eux. Un autre a dit, trouve un travail au lieu de courir après l'héritage.
C'était presque drôle, d'une manière malsaine, de voir à quelle vitesse les gens choisissent un camp quand ils n'entendent qu'une version de l'histoire. J'ai posé mon téléphone, pris quelques grandes inspirations, et me suis rappelé que Madame Thompson m'avait dit que cela pourrait arriver. Ils vont présenter cela comme si vous les attaquiez, avait-elle dit. Parce que c'est plus facile que d'admettre qu'ils vous ont volé. Quelques jours plus tard, ce n'était plus seulement des MP. Quelqu'un a laissé un avis 1 étoile sur ma page de portfolio de design, me qualifiant de non professionnel et d'émotionnellement instable. Un autre a écrit, a refusé de travailler avec la famille. Imaginez ce qu'elle ferait aux clients. Je savais exactement d'où cela venait. Le langage ressemblait bien trop aux choses que ma mère avait l'habitude de dire à mi-voix. Puis Ryan a débarqué. Je sortais de mon immeuble un après-midi avec ma sacoche d'ordinateur sur l'épaule quand il s'est éloigné d'un camion garé au bord du trottoir. Il avait l'air fatigué, les yeux injectés de sang, tenant un paquet de cigarettes froissées à la main. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit en me bloquant le passage. « Tu peux appeler mon avocate », ai-je répondu, gardant ma voix aussi stable que possible. Il a ri une fois, sèchement. « Oh, cette dame, elle essaie de te monter contre ta propre famille. Monsieur, c'est entre nous. Signe juste un papier disant que tu ne veux pas de l'atelier ni de la maison de maman. » Et tout ça disparaît. La banque arrête d'appeler. On retourne à la normale. Normale. Comme si la normale, c'était mes vêtements à la poubelle pendant qu'il riait pour un public. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule, me rappelant qu'il y avait des caméras dans le parking. Je ne vais pas renoncer à ce que grand-père m'a laissé parce que vous avez contracté des prêts sans moi, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. Tu penses savoir comment marche le business parce qu'il t'a emmené voir quelques maisons. Tu vas ruiner tout ce qu'il a construit. J'ai failli rire à ça. Il l'a construit, Ryan, ai-je dit. Toi et maman avaient juste fait semblant que je n'en faisais pas partie. Il s'est approché un peu plus, la voix baissant. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas le regretter. Aucun de nous ne te pardonnera, jamais. Pendant une seconde, l'ancienne version de moi, celle du sous-sol, a voulu s'excuser, arrondir les angles, essayer d'arranger les choses. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai tenu à hauteur de vue pour qu'il voie l'icône d'enregistrement, et j'ai dit, tu as fini. Il a juré dans sa barbe, s'est détourné, et est remonté dans son camion. Plus tard ce soir-là, j'ai envoyé l'audio à Madame Thompson. Elle a répondu par une seule phrase, merci. Cela nous aide. Pendant que ma famille poussait sa version de l'histoire en ligne, elle en construisait calmement une toute autre sur le papier. Elle m'a expliqué ce qu'elle avait trouvé jusqu'à présent. Ma mère avait utilisé l'allocation d'Austin comme garantie pour une ligne de crédit personnel sans ma signature. Une partie de ce prêt était allée dans l'atelier de Ryan quand les affaires avaient ralenti. Le reste avait été utilisé pour rénover la maison que nous possédions techniquement en copropriété. Il y avait 4 ans de chèques de loyer déposés sur le compte de ma mère, dont 0 ne m'était jamais parvenu. Est-ce qu'ils peuvent aller en prison pour ça, ai-je demandé, ma voix plus serrée que je ne le voulais. On ne parle pas de prison pour l'instant, a-t-elle dit. On parle de conséquences, financières, juridiques, réputationnelles. Et Émilie, votre grand-père était plus malin qu'il ne le croyait. C'est laquelle m'a parlé de la clause qu'il n'avait jamais mentionnée. Enfouie dans le testament se trouvait une condition stipulant que si l'un des copropriétaires tentait de dissimuler l'existence du testament ou m'exclure intentionnellement des décisions, son pourcentage de propriété pouvait être réduit jusqu'à 15% par an, à la discrétion d'un juge. Ce n'était pas automatique, mais c'était une menace bien réelle. Ils pensaient vous cacher les papiers, a-t-elle dit. Tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est accumuler les pénalités contre eux-mêmes. Pendant ce temps, le harcèlement en ligne ne s'arrêtait pas. Lisa a posté une autre story, pleurant plus fort cette fois, disant, parfois, les gens pour qui vous donneriez votre vie entière sont ceux qui vous vendront pour $1. Ses commentaires étaient pleins de gens lui disant de me couper les ponts pour toujours afin de protéger son énergie. J'ai regardé la vidéo 2 fois, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que c'était surréaliste de voir quelqu'un utiliser la sympathie d'inconnus comme une arme de cette façon, alors que j'avais les vrais documents bancaires dans mes emails. Un soir, après une journée particulièrement longue à filtrer les messages de haine dans un dossier que j'avais ironiquement étiqueté épreuve, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. J'ai laissé aller sur la messagerie, puis je l'ai écouté avec mon pouce planant au-dessus du bouton supprimer. Sa voix tremblait. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de déchirer cette famille.
Tu crois que ton grand-père voudrait ça? Tu crois qu'il voudrait qu'on se batte pour de l'argent? J'ai regardé sa lettre sur mon bureau, celle où il avait écrit que je comprenais les responsabilités. J'ai pensé à tous les chèques de loyer qu'elle avait encaissés tout en disant à ses amis qu'elle me soutenait. Pour la première fois, sa tentative de culpabilisation n'a pas fonctionné. Avez-vous déjà réalisé en un instant que la chose qu'on vous a toujours dit être de votre faute ne vous appartenait pas du tout en premier lieu? J'ai pris une inspiration et j'ai supprimé le message vocal sans répondre. Il pouvait inonder ma boîte de réception, inonder mes mentions, inonder ma messagerie. Il pouvait me traiter d'égoïste, de sans cœur. Mais chaque nouveau post, chaque message en colère, chaque menace voilée n'était qu'une pièce de plus dans un motif que mon avocate pourrait pointer du doigt plus tard. Ils essayaient de garder le contrôle de la seule façon qu'ils connaissaient, en criant plus fort. J'avais fini de crier. J'avais quelque chose de plus fort que tous réunis. J'avais la loi. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne la prennent à la dure. Le tournant n'a pas semblé dramatique au début. C'était juste un email de Madame Thompson demandant si je pouvais passer à son bureau un jeudi après-midi. Son immeuble était l'un de ces vieux endroits en briques du centre-ville, le genre d'endroit que mon grand-père aurait approuvé, solide et sans prétention. Je me suis assise en face d'elle à un long bureau en bois pendant qu'elle étalait une pile de dossiers comme si nous étions sur le point de jouer la partie de cartes la plus importante de ma vie. Je pense qu'il est temps de mettre des choix devant votre famille, a-t-elle dit. Et nous le ferons sur papier, pas dans des commentaires ou des live streams. Elle m'a expliqué ce qu'elle avait préparé, un résumé détaillé de ma propriété dans la maison, la location d'Austin et l'atelier de Ryan, 4 ans de revenus locatifs qui n'avaient jamais été partagés, les documents de prêt où mon nom aurait dû apparaître et n'apparaissait pas. Puis elle m'a montré la lettre de proposition. C'était simple, presque poli. Nous ne menacions pas de jeter qui que ce soit à la rue. Nous disions juste, voici les faits. Voici ce qui est juste. Alors, qu'est-ce qu'on demande, ai-je dit, mes yeux parcourant les pages. 3 options, a-t-elle répondu. Ils peuvent vendre les propriétés et diviser l'argent selon les pourcentages que votre grand-père a laissés. Ils peuvent racheter votre part à la valeur du marché. Ou ils peuvent tout garder tel quel structurellement, mais une société de gestion professionnelle s'occupe de la location et vous recevez votre part à l'avenir, plus un remboursement de 18 000 $ pour les revenus passés, payés au fil du temps. Ça semblait énorme et petit à la fois. Pas un gain de loterie, pas une fantaisie de vengeance où il finissait ruiné, mais assez pour remettre les choses en ordre. Assez pour que le fait d'avoir caché le testament soit douloureux. Et la clause du testament, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ils ont déjà dissimulé votre propriété pendant des années. S'ils refusent de coopérer et que nous allons au tribunal, nous pouvons demander au juge de réduire leur part à cause de cela, jusqu'à 15% par an. S'ils continuent de pousser, ils risquent de perdre encore plus. Nous avons envoyé la proposition. Cette fois, le silence n'a pas duré longtemps. En une semaine, leur avocat nous avait contactés. Un homme plus âgé qui semblait fatigué avant même que nous ayons commencé. Nous avons programmé une réunion de médiation. Entrer dans cette salle de conférence, c'était comme retourner dans la cuisine de mon enfance, mais avec un éclairage fluorescent et une cafetière de café rassis dans le coin. Ma mère était assise d'un côté de la table, les mains crispées sur un mouchoir, habillée comme si elle allait à l'église. Ryan était affalé sur sa chaise, la mâchoire serrée, les yeux fuyant partout sauf vers moi. Lisa portait un maquillage prêt pour la caméra et ne cessait de jeter des coups d'œil à son téléphone comme si elle était en retard pour un live stream. Je me suis assise à côté de Madame Thompson, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans mes dents, mais mon visage est resté calme. Je n'étais plus la fille du sous-sol. Nous ne voulons pas traîner cela devant les tribunaux, a commencé l'autre avocat. C'est une affaire de famille. Madame Thompson n'a même pas scié. C'est devenu une affaire publique lorsque ma cliente a été jetée sur sa pelouse devant une caméra, a-t-elle dit, sa voix égale. Nous sommes ici parce que cette vidéo n'est pas la seule chose que vos clients ont choisi de cacher. Ma mère s'est lancée dans un discours sur le sacrifice, sur le fait d'élever 3 enfants seuls, sur le fait d'aider Émilie quand elle n'avait nulle part où aller. Elle a insisté sur le fait que l'argent du loyer était allé aux dépenses du ménage et que le prêt sur la location n'était qu'une mesure temporaire pour maintenir la famille à flot. Ryan a dit que l'atelier aurait coulé sans cet argent, que mon grand-père aurait voulu qu'il ait une chance. Lisa a pleuré sur le stress, sur les partenariats avec les marques, sur le fait que la haine en ligne va dans les 2 sens. Ils étaient tous d'accord sur une chose, je réagissais de manière excessive.
J'ai écouté. Je les ai laissés tourner en rond. Puis Madame Thompson a fait glisser le testament sur la table, a tapoté la clause sur la dissimulation de propriété, et a calmement expliqué à quoi ressembleraient 4 années de cela devant un juge. Pour la première fois, ils se sont tus. L'autre avocat s'est raclé la gorge. Qu'est-ce que votre cliente accepterait exactement, a-t-il demandé, en faisant un geste vers moi. J'ai senti tous les regards de la pièce se poser sur mon visage en même temps. Les yeux de ma mère étaient suppliants maintenant. Ceux de Ryan étaient en colère. Ceux de Lisa étaient calculateurs. J'ai pris une inspiration. Je ne suis pas là pour gâcher la vie de qui que ce soit, ai-je dit. Je suis là pour que vous arrêtiez de faire semblant que la mienne ne compte pas. Je veux ce qui est dans la proposition. 18 000 remboursés au fil du temps. Une société de gestion s'occupant de la location pour que je n'ai pas à vous faire confiance. Mon nom officiellement rattaché à chaque propriété comme grand-père l'avait prévu. Et des excuses publiques. Ma mère a tressailli. On s'excusera en privé, a-t-elle dit rapidement. De famille à famille. Il n'y a pas besoin de nous humilier devant tout le monde. J'ai pensé à la vidéo de mes affaires dans la poubelle, aux voisins qui regardaient, aux commentaires me traitant de paresseuse, au TikTok me peignant comme avide. Vous avez déjà fait cette partie, ai-je dit. Vous l'avez juste faite à moi. La négociation a traîné pendant des heures. Ils ont essayé de faire baisser le chiffre, ont essayé de retirer les excuses, ont essayé de garder le contrôle de la location. Chaque fois qu'ils poussaient, Madame Thompson leur rappelait calmement à quoi ressemblerait un procès, comment un juge pourrait voir 4 ans de revenus cachés, comment cette pénalité de 15% pourrait effacer plus de leur propriété que cet accord ne le ferait jamais. À un moment donné, Ryan a craqué, tu choisis l'argent plutôt que ta propre mère. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, non, je choisis de ne pas laisser ma mère me voler et appeler ça de l'amour. À la fin, l'épuisement et la peur ont fait ce que la moralité n'avait jamais réussi à faire. Ils ont signé. L'accord stipulait qu'ils me rembourseraient les 18 000 en plusieurs versements, plus ma part légitime des revenus locatifs futurs, et qu'une société tierce prendrait en charge la gestion de l'appartement d'Austin. Ils disaient aussi noir sur blanc qu'ils feraient une déclaration publique reconnaissant qu'ils avaient retenu des informations sur le testament et que les choses qu'ils avaient dites sur le fait que je vivais à leur crochet n'étaient pas exactes. Ils ont détesté cette dernière partie. On pouvait le voir dans chaque muscle tendu de la mâchoire de ma mère, mais ils l'ont écrite quand même. Une semaine plus tard, Ryan a appelé pour me dire que la banque avait officiellement gelé la ligne de crédit liée à la location. Sa voix était cassante. Sans ce coussin, l'atelier ne pouvait pas couvrir ses dettes. Il a fermé les portes 2 mois après ça. Lisa a posté une vidéo de mise à jour en larmes disant qu'elle avait besoin d'une pause des réseaux sociaux à cause de problèmes familiaux. Son nombre d'abonnés a chuté brutalement quand les gens ont commencé à poser des questions pointues dans les commentaires sur le live stream de l'expulsion et la vérité derrière tout ça. Une petite marque de vêtements a discrètement coupé les ponts avec elle après que quelqu'un leur a envoyé une compilation de ses posts sur moi. Ma mère a vendu sa voiture pour effectuer le premier paiement sur les 18 000 $. La même femme qui avait l'habitude de se vanter à l'église de me porter à bout de bras se faisait soudainement raccompagner par des voisins qui avaient vu les excuses qu'elle avait postées en ligne. Je n'ai pas dansé sur leur ruine. Je ne leur ai pas envoyé de textos suffisants. J'ai regardé tout ça de loin via des captures d'écran et des rapports de seconde main, assise à ma propre table de cuisine, travaillant sur des projets dont ils ignoraient l'existence et payant des factures qu'ils ne contrôlaient plus. Ils avaient voulu que l'Internet me voie comme un poids mort. Maintenant, l'Internet avait vu autre chose, une mère qui humiliait sa fille devant la caméra et se faisait ensuite prendre à cacher un héritage qu'elle n'avait pas le droit de garder. Était-ce le désordre? Absolument. Est-ce que ça a tout arrangé? Non. Mais pour la première fois, les conséquences de leur choix atterrissaient sur leurs épaules au lieu des miennes. Et d'une manière étrange et calme, c'était la partie la plus satisfaisante. Pas l'argent, pas même les signatures sur l'accord. Le simple fait qu'ils ne pouvaient plus réécrire la réalité, peu importe combien de fois ils appuyaient sur relancer le direct. Ces jours-ci, ma vie semble ennuyeuse de l'extérieur. Et honnêtement, c'est exactement comme ça que je l'aime. Je me réveille dans un appartement d'une chambre au centre-ville de Dallas, qui sent le café et l'encre d'imprimante au lieu de la moquette humide du sous-sol. Il y a un petit bureau près de la fenêtre où mon ordinateur portable attend, un tableau en liège couvert de notes clients et d'échantillons de couleurs, et une plante que je n'ai pas encore réussi à tuer. Je paie chaque facture ici avec de l'argent que j'ai gagné moi-même.
Avec un travail qui porte mon nom et les empreintes digitales de personnes d'autres. Certains matins, en allant faire du café, j'aperçois mon reflet dans le miroir et je reconnais à peine la femme qui me regarde. Elle ne tressaille pas au son de son téléphone qui vibre. Elle ne se prépare pas à entendre une voix hurler son nom depuis l'étage. Elle vit, tout simplement. Les retombées avec ma famille n'ont pas magiquement réparé qui ils sont. Ryan m'a envoyé un texto un mois après la fermeture de l'atelier, un long message sur le fait de recommencer à zéro et demandant si j'avais des conseils sur le budget et le marketing. L'ancienne moi aurait tout laissé tomber pour aider. Cette version de moi a répondu par 3 lignes courtes et pratiques, et ne s'est pas excusée de ne pas avoir répondu à sa relance tout de suite. Lisa a essayé de m'envoyer un MP depuis un compte de secours, disant que je lui manquais et que l'Internet ne comprend pas toute l'histoire. J'ai laissé le message en lube et je suis retourné à mon projet. Je ne la déteste pas. Je ne lui fais juste plus confiance pour avoir accès à ma vie. Ma mère a envoyé une lettre manuscrite, des pages d'une écriture serrée et soignée, expliquant à quel point elle avait été stressée, à quel point elle avait eu peur de perdre la maison, comment elle avait fait des erreurs et essayait seulement de survivre. Elle a écrit qu'elle espérait que je pourrais lui pardonner un jour, que je rentrerais à la maison pour Thanksgiving une fois que les choses se seraient calmées. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans une boîte avec le testament de mon grand-père et les vieilles photos qu'il m'avait laissées, et j'ai décidé que le pardon n'avait pas à ressembler à un retour vers la version de la famille qui m'avait brisé. Un soir, après avoir terminé un gros projet de design, j'ai trouvé un vieux message vocal de mon grand-père encore sauvegardé dans mon téléphone depuis des années. J'ai appuyé sur lecture sans réfléchir. Sa voix est passée, chaleureuse et stable. Et, gamine. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi. Je sais que les choses semblent lourdes parfois, mais tu vois des détails que les autres font semblant de ne pas voir. Ça va te protéger un jour. Je me suis assise sur le sol de mon salon et j'ai ri une fois, un peu étranglé. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Pendant longtemps, j'ai cru que la vengeance signifiait les faire se sentir aussi petits qu'ils m'avaient fait me sentir. Debout là, à regarder mes affaires dans la poubelle, je fantasmais sur une grande réplique dramatique, sur le fait de les humilier comme ils m'avaient humilié. Au final, la vengeance a pris une autre forme. Elle a ressemblé à l'utilisation de la vérité au lieu des cris. Elle a ressemblé à des limites au lieu de supplications. Elle a ressemblé au fait de s'assurer que leurs mensonges leur coûtent de l'argent, de la réputation et du confort. Pendant que je construisais quelque chose de plus calme, mais de plus fort. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas satisfaisant de voir le poste d'excuses que ma mère a écrit. D'entendre que Lisa a perdu des contrats avec des marques. De savoir que Ryan ne pouvait plus jouer au patron avec de l'argent qui n'était jamais vraiment le sien. Mais la partie qui reste avec moi n'est pas leur punition. C'est la façon dont ma poitrine ne se serre plus quand j'entends le mot famille. J'ai appris que le sang ne donne à personne le droit de vous voler, de réécrire votre histoire ou de transformer votre douleur en mépris. Le respect, oui. La responsabilité, oui. L'amour, oui. Si vous avez déjà été l'enfant à problème juste parce que vous refusiez de rester silencieux, j'espère que mon histoire vous rappelle que vous avez le droit de vous protéger, même des gens qui vous ont élevé. Et si votre propre famille vous a un jour fait sentir comme un poids mort, peut-être qu'un jour vous pourrez vous tenir dans un endroit qui est le vôtre, payé par votre propre travail, et réaliser qu'ils avaient tort à votre sujet depuis le début. Quand ce jour viendra, j'espère que vous vous souviendrez de choisir votre avenir plutôt que leur version de votre passé.